c'est bon. Donc, sur cette deuxième partie, nous faisons les choses un peu différemment de d'habitude. D'habitude, on a un invité, et là, c'est le moment où on discute avec l'invité et on découvre son livre. Là, cette fois-ci, nous avons 4 invités. Nous allons rapidement leur poser quelques questions et puis aller très vite vers vous, vers la salle, pour que vous donniez vos sentiments sur les mêmes types de questions. Donc, évidemment, bonsoir, moi je suis Joss de Zen et en face de moi, il y a Virginie Breker. Nous sommes tous les deux du collectif Palabre autour des arts. La première question, évidemment, à nos 4 palabreurs du soir, c'est qu'est-ce que ça vous fait d'être en position de chroniqueur, de palabreur, en face du public et malheureusement pour vous, en face des auteurs, puisque nous faisons les choses à l'aveugle, nous chroniquons souvent des livres qui ne sont pas là. Donc il y a peut-être un peu plus de liberté dans nos mots. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Quelle impression ça vous a donné, vous, en tant que palabreur du soir? Non, moi, le fait d'avoir Virginie devant moi, ça ne m'a pas influencé. Moi, c'est vrai, ça ne m'a pas influencé. Je la connaissais, mais si je ne l'avais pas connue, ça n'aurait rien changé. Donc c'est vrai que ça... On a un peu l'habitude dans les salons, par exemple, de parler d'un auteur qui est là, dans le dos ou devant nous. On essaie de l'ignorer pour ne s'intéresser qu'au livre. On ne va pas nécessairement regarder si la mine de l'auteur se décompose au fur et à mesure qu'on dit des choses pas tellement intéressantes. On se dit, une fois que le livre nous est offert, on peut s'en contenter. L'auteur, il se débrouillera avec notre impression. Et Fatou, la même chose, hein, que l'auteur soit là ou pas, pour moi c'est un auteur que tu es là en train de m'écouter. Ça n'avait aucune importance parce qu'on a tendance des fois, peut-être quand on connaît un auteur, à être un petit peu amusant, gentil, subjectif, mais pour moi ça n'a aucune différence. Peut-être qu'on met sur la position de chroniqueur, parce que toi tu es blogueur, mais tu n'as pas spécialement l'habitude de chronique littéraire sur des livres. Est-ce que l'exercice pour toi allait de soi ou est-ce qu'il y a eu des difficultés? Alors, j'aime bien chroniquer les livres, mais j'ai fait le choix, depuis bientôt 7 ans que je blogue, de ne chroniquer que les essais ou les récits. Je refuse délibérément de chroniquer les romans, tout ce qui est fiction, pour la bonne et simple raison. Alors, je sais que ça choque, mais je fais quand même dans ma tête une sorte de hiérarchie. Pour moi, les livres les plus importants, ce sont les essais, ce sont les récits historiques. Les romans, j'ai envie de reprendre les mots d'un homme voilà, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est le professeur Obenga qui dit, quand vous êtes fatigué, vous avez envie de vous détendre un peu, ben, vous prenez un roman. Voilà, moi c'est ma vision des choses. Les romans, j'en ai lu, pas plus que tout le monde ici, mais énormément quand j'étais un peu plus jeune. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que dans ma vie, les romans, tout ce qui était fiction avait beaucoup moins d'importance que les essais. Je sais, Philippe, on en a discuté, on en a beaucoup discuté, mais voilà. Par contre, l'exercice d'aujourd'hui, non, c'est passionnant. Sincèrement, c'est passionnant. Avoir les auteurs devant moi, non, ce qui change, c'est que les auteurs, je les connais. C'est ça qui change. Parce que pour moi, ça ne peut pas être le même exercice. Quand on connaît l'auteur, on lui a déjà donné son avis sur son livre ou sur son texte. Voilà, se retrouver face à un public, voilà, j'aurais l'impression de redire les mêmes choses. Tout simplement, c'est ce qui change fondamentalement. Je vais me pencher. Oui, juste une petite parenthèse sur les palabres. C'est vrai que nous, par contre, on fait le choix de ne chroniquer quasiment que des romans. Simplement parce qu'on fait le choix justement de la subjectivité du roman. Tout à fait. On considère que ça nous permet plus de diversité dans nos opinions, parce que justement le roman c'est de la fiction, c'est de l'art, et donc on est subjectif dans nos opinions, on l'assume, et il y a peut-être un peu plus de fight sur le roman. Et puis personnellement je pense que c'est un peu plus facile, parce qu'un essai comme celui de Virginie, il faut être quand même structuré pour pouvoir le chroniquer. Voilà. Donc les palabres, on est vraiment beaucoup sur la fiction, sur le roman, plutôt que sur l'essai, au contraire de Robambé. Vas-y. Oui, on se demandait, voilà, on est là en train de parler de livres, etc. Ce que vous attendiez, vous, d'une critique ou d'une chronique littéraire, qu'est-ce que ça doit apporter, qu'est-ce que ça doit transmettre, selon vous? C'est toi qui le prends pour l'autre, tout ça. Très bonne question, parce que elle me fait répondre
Ah, ça marche pas. Il marche. Elle me fait m'exprimer sur des questions que suscite la littérature et toute question de l'art à mon propre niveau. C'est que l'art étant le fruit d'une subjectivité, de la littérature également, et le réceptacle, donc le lecteur, que cet art nourrit ou vers qui cet art s'oriente, a également une subjectivité. Et de par cette subjectivité, je me suis toujours refusé, quoique aimant lire, de parler de livres. C'est comme des nourritures pour moi. Et ce sont des choses très intimes, très personnelles. Et l'exercice d'aujourd'hui m'a paru difficile. Étant donné que j'ai rencontré le public, étant donné que je viens faire quelque chose qui ne me passionne pas forcément. La littérature me passionne en tant que telle, mais je n'ai pas cette appréhension de la littérature comme étant un outil comment je peux dire ça, d'ostentation. C'est quelque chose que j'aime tellement que je veux le garder pour moi et en discuter avec des gens que j'adoube du titre d'amis littéraires. Discutons, et de sorte que nos discussions ne soient pas des palabres ni des joutes, mais des échanges qui créent des ponts entre les différentes façons de voir la littérature. Samy, peut-être sur la même chose, mais plus peut-être plus pervers, peut-être ma question c'est justement qu'est-ce que tu penses de la position d'auteur-chroniqueur? Parce que très majoritairement, nous sommes 13 dans le collectif Palabre autour des arts, et nous sommes plus de la moitié à être également auteurs. Et donc, qu'est-ce que tu penses de cette position-là? Est-ce qu'elle n'induit pas, consciemment ou pas, une espèce de réserve? Ou est-ce qu'elle est légitime d'ailleurs d'être auteur et en même temps chroniqueur ou critique littéraire? Je ne pense pas que ça induise quand même une réserve. On sait que de par la tradition, les auteurs ont été toujours les meilleurs critiques des auteurs. Parce qu'ils ont été les seuls à pouvoir être plus aussi durs, parce qu'ils peuvent associer à la production littéraire des éléments très personnels de conflit que les autres ignorent et qui influencent quand même des jugements. On ne pourrait quand même pas avoir, par exemple, d'un chroniqueur littéraire, des belles phrases comme celle de Flaubert sur Balzac. Ah, ce pauvre Balzac, si seulement il avait su écrire, quel écrivain il aurait été. Ou un Céline parlant de Sartre, bon, ce pauvre Jean-Paul Sartre, de là où il se trouve, c'est-à-dire dans mon cul, ne lui demandez pas de voir clair. Donc, je pense même que les écrivains ont toujours été les meilleurs chroniqueurs des écrivains, parce qu'il y a quand même une émulation et une rivalité qui donne quand même à leur jugement quelque chose de piquant, ça c'est clair. Ça, on le fait même moins. Je trouve que le vrai problème de la littérature africaine, c'est que les auteurs parlent moins les uns des autres. Ça, c'est quand même quelque chose de regrettable. Quant à la question que Virginie a posée, pour être honnête, les auteurs parfois disent « Ah, ce qui m'intéresse, c'est quand même la critique objective du livre. » Mais c'est faux. Les auteurs attendent qu'on les flatte. C'est tout, ils n'attendent rien d'autre qu'on les flatte, qu'on dise « Tu es le génie. Ah, ben, quand je t'ai lu, ben, ma femme... Elle a quand même compris que j'ai vu le bon Dieu, sinon mon mari, elle était... Et dès qu'une critique devient objectivement négative, l'auteur se fait un ennemi. Beaucoup d'auteurs deviennent quand même méchants à l'égard des critiques parce que objectivement ils n'ont pas aimé leur livre. Donc, si tu fais une critique négative sur un auteur, il est préférable, si tu veux pas, de changer d'auteur parce que je ne crois pas quand même que son esprit élevé permettrait de dire « Ah ben, mon cher Joss, je suis d'accord avec ce que tu as dit de mal sur moi. On t'a vu un ciel continuer, je pense quand même que tu aurais à un moment renoncé à ta neutralité pour venir peut-être trouver un moyen de... Voilà, donc bon, c'est quand même cette subjectivité-là de... La même question de Virginie, c'est la question qui elle me parle le plus, pourquoi ? Parce que j'ai toujours du mal avec certains termes. Critique littéraire, chroniqueur littéraire. Ce n'est pas la même chose. La critique est une science, ça s'étudie. Il y a des codes, il y a des rites. À mon humble avis, beaucoup de gens qui se disent critiques littéraires n'en sont pas du tout. C'est soit des agents publicitaires, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont,
un copain a fait un livre, ma maîtresse a fait un livre, je vais en parler pour avoir un bon repas par la suite, pour pouvoir avoir des livres gratuitement. Il y en a qui ne se gênent pas, hein. Offre-moi ton livre et je vais en parler. Alors, je savais que ça existait, mais la première fois qu'on me l'a fait, j'ai rigolé. J'ai eu l'impression de me retrouver plusieurs années auparavant, parce que quand je lisais ce genre de choses, voilà, on se disait toujours, bon, en vieillissant, ça va changer. Non, le monde, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce sont les mêmes codes, les mêmes comportements un peu partout. Donc, je vais peut-être vous choquer, mais moi, je n'attends rien d'un critique littéraire, d'un chroniqueur littéraire. J'ai eu l'occasion de le dire ici lors d'une de vos palabres. Ce n'est pas la critique ou la chronique d'un spécialiste ou d'un expert qui va me faire décider à lire un livre ou pas. Il y a plusieurs raisons. Et j'aime toujours prendre deux auteurs du continent, voilà, Samy Tchak ici présent et Kanye Alem, en disant par exemple que quand j'ai lu leur premier livre, je suis tellement entré dans les histoires que j'ai pris l'habitude à chaque fois qu'ils ont sorti un livre, qu'on me dise du bien ou pas de ces livres, ça ne m'intéresse pas. Je connais déjà l'auteur, je vais le lire jusqu'au bout, sans hésiter. Donc sincèrement, je n'attends rien d'un critique ni d'un chroniqueur littéraire. Bon, alors si je connais quelqu'un qui chronique, ok, je vais aller jeter un coup d'œil. Et je peux parler de Joss ici présent, ça surprend toujours les gens autour de moi. Il a chroniqué ce livre sur 11 histoires, il y a 2 qu'il a détesté, dont une, mais moi j'ai aimé la chronique qu'il a faite sur cette nouvelle, c'est une tête au menu, où il dit, cette nouvelle nous invite à passer notre chemin. Point, c'est inintéressant pour lui. Et moi j'ai aimé ça, j'ai partagé ça autour de moi. Et c'est là où je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Parce que les flatteurs quand même, on sait ce qu'il y a derrière. Je sais que tu as plus de bouteilles que moi par rapport à ça, mais peut-être que pour l'instant je suis naïf, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais Ndeye, je vais te faire intervenir peut-être sur autre chose, sur l'aspect, sur tes... Ndeye Fatou, Ndeye Fatou. Sur l'aspect, justement tu es auteur, tu lis beaucoup, tu es blogueuse, tu es chroniqueuse. À quel niveau, chroniqueuse, moi j'aime pas la chronique littéraire, à quel niveau cela impacte ou pas ton écriture, ou quel impact ça peut avoir le fait que tu lises énormément, quel impact ça peut avoir d'ailleurs sur ta production littéraire? Pour ceux qui connaissent mon blog, chaque fois que je découvre un auteur et que je lis son livre, j'en parle dans mon blog. Et j'ai l'impression que mon blog, c'est une petite pièce dans ma tête où je renferme tous les livres que je lis, il est fermé à clé. Pour que ça pas que ça m'influence dans mon travail d'écriture. Parce que quand on lit et qu'on écrit en même temps, je prends l'exemple de mon grand-père, hein, quand il écrit des articles ou quoi que ce soit, et qu'il lit en même temps, il me dit souvent qu'il a l'impression de plagier, même inconsciemment l'auteur. Et moi, juste le grand-père en question... Je dois le dire ou pas? Si, il faut le dire. Mais à la cité, non? Non, le connaît. Il faut le dire. Je t'ai coupé, vas-y. On regardera l'anonymat sur le... Voilà. Et c'est pourquoi ce qui m'a motivé à bloguer, quand je lis un livre, j'en parle dans mon blog, et je ne l'oublie pas, hein, parce que chaque fois qu'on parle d'un livre, automatiquement je sais à quoi il renvoie, mais je ne veux pas que les phrases que j'ai rencontrées, les belles tournures, que je les mette dans mon livre. Donc là, ça m'invitera peut-être à plagier l'auteur. Donc, mon rapport avec l'écriture, avec la lecture, pour moi, lecture et écriture sont intimement liés. J'ai commencé par la lecture, et au fur et à mesure que je lisais, que je découvrais de nouveaux auteurs, de nouveaux genres littéraires, que mon envie d'écrire s'est manifestée. Je me suis dit, c'est l'auteur que j'admire et que je lis tout le temps, pourquoi ne pas faire comme eux? Et même si je ne serais pas au même niveau, au moins j'aurais un lectorat. Voilà. La même question pour Samy, spécifiquement, parce que Samy, on l'a reçu, c'était le 3e invité des Palabres. J'en profite aujourd'hui, parce que Samy, c'est notre président honoris causa, parce qu'il est venu au Palabres, on était 3, on était avec Réassi, Aurore, moi. Ça débutait, et c'était déjà un auteur, grand auteur, et il est venu... sans chichi, discuter avec nous lors de notre 3e palabre. Donc là, j'en profite encore pour renouveler mes merci. Et surtout, il a eu une chose marquante à l'époque, parce que j'avais posé la question sur le fait qu'il écrivait beaucoup sur l'Amérique latine. Et j'aimerais bien que tu nous reviennes sur tes propos où tu parlais de la folie des auteurs sud-américains et à quel niveau ça pourrait toi t'impacter. Oui, c'est vrai que quand je l'écoutais, bon, c'est vrai, on ne va pas dire que l'aventure américaine t'a influencé. Mais moi, l'Amérique latine, c'est clair, quand j'avais découvert les
grands auteurs de ce continent-là, je me suis dit, ben, ils disent peut-être mieux que nous les folies dans lesquelles nous vivons. Et j'ai compris d'ailleurs pourquoi à un moment, Sonny Laboutansi s'est tourné vers eux. Ben, je crois quand même que, même si on a peur d'être plagié ou de plagier, c'est quand même d'autres livres que viennent nos livres. Même pour faire des livres médiocres, il faut lire des livres exigeants. Je pense quand même que ça, c'est une règle générale. Certains peuvent s'en passer, mais on a quand même besoin, envie de lire des livres. Il y a des auteurs, ça c'est vrai. Quand on les lit, on peut avoir peur. Moi, il y a Jean-Noël qui est là, qui aurait même pu parler. Quand on discutait son rapport avec Céline, à un moment, tu disais, bon, tu as quand même commencé à te dire, il faut, parce que tu risques de... Ça arrive. Moi, ça m'était arrivé aussi, comme ça, avec Garcia Marquez ou un auteur comme Saramago. Il faut quand même se dire quelque chose. Par exemple, ton professeur qui disait, les essais, au lieu des romans, je ne sais pas de quoi il parle, les essais qu'il lit lui prennent moins de temps que si on lui donnait à lire Guerre et Paix, qu'il a sans doute lu. Ça dépend de ce qu'il appelle roman. Il y a des romans quand même qui lui demanderont 10 fois plus de temps parce que c'est beaucoup plus dense que tous les essais qu'il lit. Ça c'est quand même quelque chose. Mais le vrai problème des auteurs, c'est qu'il y a des auteurs, à mon avis, peut-être pour tout le monde, mais pour écrivains. En ce sens qu'on ne peut pas les lire et en sortir indemne. Je ne vois pas comment un écrivain, s'il est vraiment un écrivain, peut lire n'importe quel livre de Saramago et en sortir indemne. Et il y a des livres qu'on lit qui sont comme de l'eau qui coule sur une peau huilée. Tu lis, ce qui fait d'ailleurs que, en tant qu'écrivain, je ne serai pas chroniqueur. Pour une bonne raison que, chroniqueur suppose que je lise toutes les nouveautés. Alors qu'elles ne m'apportent pas grand-chose en général. Ben, je lis les livres que j'estime quand même capables de me nourrir. Donc assez souvent, je relis. Quand tu chroniques, tu te prends quand même tout. Toi, tu le sais, hein, parfois je te vois même dire, bah, j'ai reçu un recueil de nouvelles, je ne vais pas en parler parce que c'est là, bon. Tu avales tout. Ça, si, tu l'as dit. C'est arrivé une fois. Oui, mais une fois ou pas, tu l'as dit. Ça, je vais dire, ça, tout ne nourrit pas. Mais rien ne laisse indemne. Je peux même dire que les livres non nourrissants ont un impact global sur la littérature. Si elle devient quand même de moins en moins élevée, c'est que ce qui s'écrit est de moins en moins élevé, qu'on lit des choses de plus en plus médiocres, qu'on devient médiocre soi-même sans le savoir. On devient le produit d'une époque parce que la référence est tellement basse que quand on arrive à placer la barre relativement haut, on pense être sorti du lot alors qu'on est allé nulle part par rapport aux références qui sont au-dessus. C'est comme ça. Sur la question de référence, en fait, pour moi, c'est même pas une question d'époque, parce qu'on peut être né dans les années 80 et lire les auteurs des années 60 ou 40, et se placer, enfin, ériger ces auteurs-là en référence et essayer d'atteindre leur niveau. Donc pour moi, ça n'a pas trop une corrélation d'époque, de génération. Je vais rebondir rapidement sur ce que... Oui, parce qu'on a plus de temps là. Non, très rapidement. Non, c'est pas pour le défendre. Non, c'est pas pour le défendre. Simplement, chacun de nous sait pourquoi il va lire. On n'achète pas un livre par hasard. C'est pas le Goncourt qu'on offre dans les familles françaises à chaque fois qu'il y a un Goncourt. Il nous a dit un jour, j'ai lu ça, ça, ça et ça, parce que moi je le connaissais beaucoup plus sous la forme d'un essayiste. De quelqu'un qui nous faisait des livres d'histoire, d'anthropologie, d'égyptologie, et j'étais étonné, à cette époque, c'est vrai que j'étais un peu jeune, d'apprendre qu'il avait lu Batoila. Je me suis dit, tiens, je n'attendais pas ça de sa part. Il nous a dit, j'étais étudiant à Bordeaux, ça j'ai lu, mais il me manquait quelque chose. Et c'est un Camerounais qui va lui prendre un livre de Cheikh Anta Diop, il dit, tiens, lis ça. Et quand il a lu ça, ça a changé sa vie. Et c'est à partir de là qu'il a décidé, en son âme et conscience, que tout ce qui était fiction ne pouvait avoir... Comment ? Non, mais on parle, non, justement. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, les essais sont pour moi au-dessus de tout ce qui est fiction. Voilà. Mais c'est un choix personnel. Oui, justement, c'est ça le problème. Mais la fiction, elle est sèche, non, pardon, est sec, parce que écrit à travers une démarche scientifique, donc sèche, dénuée de vie, et la création littéraire, c'est quand même la poésie. Et finalement, est-ce qu'on recherche en lisant ce qu'elle dit de la vie, mieux que la vie, c'est nous le dire, puisque finalement nous ne savons plus vivre.
C'est beau. Justement, enfin, peut-être pour que chacun puisse s'exprimer, Samy a commencé à répondre à la question. Effectivement, sans parler de peur du plagiat ou je n'en sais rien, il y a des livres qui nous nourrissent. Et peut-être, si vous deviez en citer quelques-uns, est-ce que c'est trop difficile ou pas, de votre bibliothèque intérieure, voilà, sans forcément qu'ils influencent complètement vos thèmes, votre style ou quoi, mais des livres qui vous accompagnent depuis longtemps. Ou des auteurs, si vous voulez. Fiction ou essai? Je vais commencer. Je ne citerai pas tous les auteurs de mon Panthéon, mais j'aime bien les auteurs qui parlent du vide de la vie, de l'existence, dans ce cas-là avec le tragique, dans ce cas-là d'inévitable. Et j'ai adoré Balzac. On peut faire toute critique sur son style. Il n'écrit pas si mal que ça, mais il parle de la vie dans ce qu'elle a écorché. Et moi, ça m'a plu. Ça m'a enlevé des écorces, des yeux, si on peut dire. Et du côté des humanistes, près de chez nous, près d'ici, près de notre temps, je veux dire, il y a Syntex. Syntex, c'est une voix, au-delà de mots. C'est vraiment une voix qui vous pénètre et qui reste avec vous, notamment Terre des Hommes, Petit Prince. On n'a pas toute la nuit. Moi, je dirais juste Dostoevsky, je le lis tout le temps. Et puis un auteur peut-être un peu, je vais dire qu'on n'a pas reconnu à la hauteur de cher Amélie Ducan, Alioune Fantouré. Oui. Le cercle des tropiques, je relis tout le temps. Je relis tout le temps Alioune Fantouré parce que je me suis dit, oui, si nous avions pris la peine de relire nos classiques, parfois on éviterait quand même de faire des compliments sur des innovations qui ne sont en fait que des sous-produits de ce qu'on a déjà écouté. Des sous-marques, ouais. Moi, je suis très quatre. Mongo Betty, Wole Shwelinka, James Ngudi Wachongo et Emmanuel Bunzeki Dongala. Et ne me demandez pas de choisir, j'aime toutes leurs œuvres, tout simplement. Alors moi, je citerai des livres, Un chant écarlate de Mariam Abba, qui pour moi est son chef-d'œuvre, qui n'est pas très connu contrairement à Une si longue lettre dont on parle tout le temps. Donc Un chant écarlate qui est un roman assez osé, parce que dans les années 60, le Sénégal post-indépendant parlait de la mixité des couples et de certains travers dans la tradition sénégalaise. Pour moi, c'était vraiment un coup de maître. Et aussi celle que je considère comme l'archétype de la femme de lettres que j'aspire à devenir, Aminata Sow Fall, qui est pour moi une écrivaine à vocation sociale, hein, La grève des battus, L'appel des arènes. Pour moi, c'est des livres que j'emporte partout et que je ne cesse de relire. Ensuite, j'aurai Mongo Betty. C'est la trilogie, enfin je l'ai découverte récemment, la trilogie que Gallimard a sortie, Le Rebelle, que j'adore. Si on avait un Mongo Betty en 2015, là, je pense que... oui, le Mongo Betty et aussi L'Aventure ambiguë. Parce que voilà, parce que c'est un, non, pas parce que je suis apparentée à lui, parce que c'est un livre qui me parle, parce qu'il parle de mon ethnie peul, et pour moi c'est un livre intergénérationnel, parce que quand on est africain et qu'on quitte l'Afrique pour venir en Hexagone ou en Amérique, on est écartelé entre les deux, et on n'arrive pas à trouver un point de jonction, donc voilà. Juste pour faire une petite parenthèse sur les questions que vous avez posées, notamment sur les aspects chroniques et critiques, juste pour vous informer qu'ici, au 21 juillet, nous aurons une session un peu différente auparavant. Hein, on a appelé ça les universités populaires de littérature des Afriques, qui seront sur la critique littéraire. Donc nous aurons une petite table ronde, un petit speech sur ce qu'est la critique littéraire aujourd'hui sur la littérature africaine, et ensuite nous aurons un tableau qui va revenir à un certain nombre de personnes. En avril dernier, nous avons la même chose sur l'économie du livre, et nous aurons à Bruxelles sur le regard occidental sur le bassin du Congo, qui se passera donc à Bruxelles. Et donc, vous êtes invités à venir sur la critique littéraire. Quant à l'aspect les classiques, dimanche prochain, le 31 mai, nous sommes à Sergi Théâtre, à partir de 15h, où là nous parlerons des classiques. Nous sommes 13, nous avons sélectionné 13, nous avons listé 13, et sur les 13, nous avons réduit à 5. Ça va hérisser le poil à un certain nombre, parce que, évidemment, dans le lot,
Nous avons pris Kateb Yassine, nous avons pris Nejma, nous avons Kamara Lai, nous avons Chinois Chibé, nous avons sélectionné aussi Mariam Abba, mais une si longue lettre, parce que plus facile à trouver, et gouverneur de la Rosée. Voilà. Évidemment, dans le lot, il y a énormément de choses qui manquent. Voilà. Donc nous allons parler le 31 prochain avec Mabrouk Rachidi, qui lui a sélectionné La chute de Camus. Il nous expliquera pourquoi il a mis Camus dans la littérature des Afriques. Donc, petite dernière question, et ensuite, évidemment, vous êtes ouverts, c'est sur les palabres. Là, de manière totalement égoïste, vous qui participez régulièrement au palabres, vous qui nous suivez depuis très longtemps pour Samy, depuis un petit moment pour Bambé, et même Philippe, même s'il ne vient pas souvent, mais je sais qu'il est toujours au fait de ce qui se passe. Qu'est-ce que vous nous dites à nous, les palabreurs? Quelles sont vos suggestions? Quelles sont nos fautes? Je sais que Samy, par exemple, regrette très souvent que nous parlons de livres que nous n'aimons pas. Je me suis déjà très souvent expliqué qu'on fait la liste parfois 3 à 4 mois avant. Et donc parfois, quand on n'aime pas les livres, il faut quand même faut le dire. Mais quels seront, selon vous, et nous demanderons à vous, ceux qui sont parmi là, il y a pas mal de gens qui viennent régulièrement au palabres, sur ce type de rendez-vous. Le but des palabres, au départ, c'est vraiment, l'ambition, c'est de parler de littérature des Afriques. L'ambition, c'était de donner la voix à un certain nombre d'auteurs qui n'ont peut-être pas la surface médiatique d'un Samy quand on l'a reçu, d'avoir l'occasion de parler de leurs livres. C'était de façon totalement égoïste, simplement parce que quand j'ai produit mon premier livre, personne ne m'invitait à en parler. Et donc je me suis dit, bon, on va essayer de faire en sorte d'inviter d'autres personnes. Le but, c'est vraiment de parler des livres. Nous essayons de le faire sous la forme parfois du palabre un peu virulent parfois, mais l'intérêt pour nous, quand on est aimé ou pas les livres, c'est d'en parler et d'en donner envie à vous d'en parler. Et ce serait intéressant pour nous aussi d'avoir vos retours sur comment on pourrait évoluer ce type de formule, comment pourrait se développer ce type d'initiative, parce que le boulot, il faut que nous fassions nous. Nous n'avons pas les médias mainstream derrière nous, mais il faut que ce soit nous qui fassions le boulot de faire connaître les livres qui sont publiés et qui paraissent tous les mois. Et puis les achetions, évidemment. Peut-être Samy? Non, moi je n'ai rien à vous reprocher. Tu m'as expliqué pourquoi vous chroniquez tous les livres que vous avez déjà sur votre liste. Mais le seul regret quand même, c'est que le public ne se renouvelle pas. C'est-à-dire, on a l'impression que ce sont les mêmes qui viennent et que ça n'élargit pas l'horizon, alors que c'est ça votre but. On peut quand même dire qu'en quelques années, vous avez changé la face de la critique littéraire concernant les littératures africaines. Vous l'avez démocratisé. Des livres comme Toumfat avant, qui va parler d'un livre publié là où elle a publié. Je vais dire, moi je ne l'aurais jamais connu. Moi j'ai connu ce livre-là grâce à la chronique de Gangouès Riassi, plutôt, pas Gangouès, Riassi, parce que déjà le prochain jour je dis Gangouès. J'ai lu ce livre grâce à toi, et puis un jour, je reçois un coup de fil d'un ami qui est prof de sociaux à l'école des hautes études qui me dit j'ai eu une jeune étudiante qui fait sa thèse avec moi, qui est aussi écrivain, qui aimerait, si tu peux, elle s'appelle Toumfat. Je dis bon, n'en dis pas trop, j'ai déjà lu son livre. C'est quand même grâce à vous. Et le jour-là, je l'ai appelé, Jean-Noël, le peut-être témoin scolastique, Mukasonga avait eu son Renaudot. Je l'ai invité pour dîner avec Antoine Gallimard, Isabelle et tout ça. C'est parti quand même d'une chose, une chronique de Gangouès, un livre qui va parler d'un livre comme celui-là, là où elle l'a publié. Grâce à vous, sauf si on ne vous suit pas, on est au courant de tout. Des livres dont on n'aurait jamais connu l'existence, on est au courant de ça. Rien que pour ça, avoir même à un moment comme Gangouès l'a fait, parvenir à inviter des auteurs africains à Sciences Po. Moi j'ai eu l'occasion, grâce à toi, d'y aller 2 fois. Aller faire, tu m'as même amené à Dijon, j'espère qu'un jour tu m'amèneras au Japon. Je vais dire, non mais c'est vrai, vous n'êtes pas des spécialistes, vous avez quand même pris en charge un aspect peut-être relativement négligé quand même des productions, c'est-à-dire faire écho après ce que quelqu'un a produit dans sa solitude. Quelle que soit la qualité de vos chroniques, personne ne peut quand même dire qu'il ne s'est rien passé depuis 4 ans. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé
quelque chose qui continue à se passer. Vous êtes devenu quand même un moment incontournable de la vie littéraire africaine. Qu'il y ait une qualité inégale dans la présentation de tel livre, eh bien, on en trouve quand même pire dans Le Monde ou dans l'Express. En matière de compliments, évidemment, je ne peux pas dire plus que ce qui a été dit. Voilà, j'aimerais reprendre ces mots. Reproche, non, on en a déjà discuté, c'est le sujet justement que tu as commencé par évoquer. J'estime par principe que dans le domaine de la fiction, quand un livre ne me plaît pas, je n'en parle pas. C'est un choix délibéré. Voilà, je ne vois pas l'intérêt pour moi de parler d'un livre de fiction alors qu'il ne m'a pas plu. Bon, évidemment, si quelqu'un me tend un micro, me demande un petit mot, voilà. Mais voilà, réunir les gens, en parler, non. Alors, ce qui aurait pour moi été intéressant, c'est un livre ne vous a pas plu, mais avoir l'auteur en face de vous. Et là, vraiment, un vrai fighting. Voilà, vous vous lancez. Vous prenez 1 heure, vous prenez 2 heures. Moi, je pense que là, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Sinon, ben, continuez. Parce que ce que vous faites est bien. Moi, je regarde des vidéos quand je ne peux pas venir. Et ça me plaît. Mais sur le principe d'aimer ou pas, ceux qui sont la plupart du temps plusieurs palavres, il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé, donc on a là des avis différents. Et moi, je vous félicite pour tout le travail que vous faites, parce que quand j'ai sorti mon livre avec la plume francophone, Célia, qui a fait une note de lecture sur mon livre, m'a parlé des palavres, il y a un groupe qui fait des critiques, etc., c'est admiré. Et c'est comme ça que j'ai été invitée. Et j'ai vraiment apprécié le travail que vous faites, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs africains, mais on ne parle que des classiques, ou de ceux qui vendent le plus. Il y en a beaucoup, par exemple, de ma génération, qui rament, qui n'arrivent pas à se faire connaître. Et franchement, c'est très très bien ce que vous faites. Un dernier mot de Très bien. Donc, moi, je n'ajouterai pas grand-chose à tout ce qui vient d'être dit, sauf que grâce à vos chroniques, aux palabres et aux chroniques de Gangoï, ça fait tout ce que vous faites, j'ai réussi à avoir un regard, à enlever mes œillères sur l'appréciation que j'avais d'une certaine littérature, parce que je me refusais à lire certaines choses en disant... Et j'ai franchi un pas. J'ai découvert les auteurs que je n'avais pas eu l'occasion de lire, découvert des façons différentes de faire et pris en compte les partis pris. Même si j'aurais aimé interroger les auteurs sur leur parti pris d'écriture, mais leur liberté, notamment quant à l'acte de création. Peut-être que dans la salle, bon, c'était un peu l'instant brossage dans le salon. Peut-être dans la salle, oui. Oui, je veux dire un petit mot. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un peu court. Venez, rapprochez-vous, vous parlez à haute voix, ça devrait... Voilà. Merci, comme Samy m'a interpellé un peu, comme ça, gentiment. Je ne sais pas où le mettre. Non, je vous en prie, madame, je vous en prie. Et non, ce que je voulais dire, c'est que les plus grands et les meilleurs essais sont les romans. C'est pour qui dorme mal cette nuit. Si on veut savoir comment on vivait en France au XVIIe siècle, il faut lire Les Trois Mousquetaires. C'est beaucoup plus, on apprend beaucoup plus de choses que dans un essai sur la vie en France au XVIIe siècle. Il n'y a pas d'opposition. Regardez Kundera comme il bâtit ses romans. On est dans l'essai musical, on est dans le romanesque, le roman est tellement ouvert qu'il est en soi un essai. Un roman réussi, c'est un essai sur le roman. Donc il n'y a pas d'opposition. Je sais que, en tant qu'éditeur, là je le dis, on a beaucoup plus de peine à vendre des romans en Afrique, alors que tous les livres, par exemple, que je publie dans Continent Noir sont à 9,50 € pour l'Afrique. Ils peuvent être à 20, 30 €, on les vend à 9,50 € pour faciliter l'achat. Eh bien, les essais, par exemple, Tidiane Diaye est celui qui a publié Le génocide voilé sur la traite arabo-musulmane, qui fait des essais coup de poing et qui est vraiment écouté dans le monde entier. Eh bien, ces essais, c'est le plus grand succès de la collection Continent Noir. Vous voyez ?
après le Renaudot, bien sûr. Donc c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que cette attention du public issu de l'Afrique et de la diaspora aux essais avant les romans. Mais le roman est bâti pour qu'on apprenne. C'est un roman, quand on a lu un roman, on n'en sait pas plus en sortant du roman, c'est que le roman n'est pas bon, c'est déjà une chose. Hein. Et il faut, on apprend avec le roman, on lit un roman de Thomas Mann, on lit un roman, etc. Et voilà, donc c'est une... Et puis, il y a deux moteurs qu'il ne faut pas oublier. On ne peut pas écrire si on n'a pas, dans ce qui nous meut pour écrire, la nostalgie et la vengeance. Ce sont les deux moteurs. Et le résultat, c'est faire voir et émouvoir. Il n'y a pas d'autre recette. Donc, à partir de là, on a des écrivains. Et les écrivains, vous savez, quand ils font un essai, par exemple Elsa Morant, qu'on connaît bien, Samy, c'est une romancière exceptionnelle, peut-être la plus grande romancière occidentale du XXe siècle, sans doute, mais elle était nulle dans les essais. Par contre, Alberto Moravia, son mari, pendant un certain temps, était génial dans les essais, et il reconnaissait que Elsa Morant était un bien plus grand romancier que lui. Voilà. Donc c'était simplement des réflexions après tout ce qui a été dit. Mais d'autre part, je vais répondre aussi à cette remarque, avoir un auteur devant soi en tant que critique ou chroniqueur et le démolir, je ne crois pas que l'auteur resterait longtemps. C'est-à-dire, si je vous ai invité pour dire que vous avez publié de la merde, non, mais d'autant que nous chroniquons énormément de romans qui sont... mais il vaut mieux passer son temps à chroniquer des belles choses ou des choses qui plaisent, et puis laisser tomber ce qui est médiocre. Je veux dire, on est obligé de démolir. Démolir, c'est facile. Tisser les louanges d'un livre, d'un roman, c'est beaucoup plus difficile que de démolir. Oui, mais nous ne démolissons jamais les livres. Ah mais je dis pas vous, mais... Quand nous aimons les livres, nous pouvons ne pas les aimer. Et la seule contrainte que nous avons, et ça c'est vraiment, j'y tiens, quand nous n'aimons pas les livres, la seule contrainte que je donne, que nous avons en tout cas dans les collectifs, c'est d'argumenter le pourquoi du comment. Par contre, étant donné que justement nous sommes sur les romans, un tel peut adorer, l'autre peut détester. Ce serait dommage qu'on s'arrête parce que j'ai pas aimé, je voudrais pas qu'on le chronique. On a vu avec ton livre, les deux... Exactement. Donc ça c'est vraiment un parti pris personnel, enfin de l'équipe, de se dire, nous chroniquons, nous parlons de tous les livres. Place des Fêtes qui est là, qui est le Clésio l'a baptisé un roman culte. Eh bien c'est un roman, mais c'est un essai fabuleux sur la banlieue. Et il y a des chroniqueuses dans notre équipe qui ne peuvent pas le lire. Alors que moi, c'est peut-être... on a eu une difficulté pour l'oublier aussi. Tout le monde n'était pas d'accord. Peut-être une autre intervention avant que nous laissions le livre de la libraire. Oui. Parce que nous avons à boire, à manger, c'est quand même un anniversaire. Oui, merci. Parmi ce que je voulais dire, il y a beaucoup qui a déjà été dit. Jean-Aimé Dibakana, qui est auteur, qui est venu régulièrement. Oui. Donc j'ai vu un peu éclore les PADA autour des arts. Moi, je ne peux que féliciter effectivement le travail qui est mené depuis un certain temps. Et personnellement, ça ne me gêne pas que vous parliez des livres qui ne vous ont pas plu, parce qu'effectivement, c'est bien de laisser ouvert, de laisser ouvert les portes, de laisser ouvert des portes pour que, au moins, les personnes se fassent leur propre idée, quoi. Donc, et l'autre chose qui m'intéresse dans ce que vous faites, c'est le mélange que vous faites entre des auteurs confirmés comme Samy Tchaïk et puis des petits nouveaux qui arrivent, tels que moi, tels que Bambé Lasso, mais plus sérieusement, je pense qu'il faut quand même, déjà, aujourd'hui c'était, une fois de plus, très bien, je félicite les personnes qui ont animé
on voit vraiment des personnes amoureuses du livre. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il faut le savoir que ces personnes-là, toutes ces personnes devant nous, c'est des personnes qui, individuellement dans leur vie privée, ont des blogs, animent des, voilà, font des chroniques sur des livres et tout ça. Donc ils ne sont pas là par hasard. Et ça, c'est très intéressant justement de parler avec des personnes qui aiment les livres. Mais tout de même une mention particulière à Samy Chak, parce que quand même, j'ose la rappeler, cette générosité de Samy Chak, je pense que c'est à signaler, à souligner, parce que ben voilà, il est venu alors que vous n'étiez qu'à la troisième séance, que vous n'étiez pas du tout connu, et cette simplicité, moi qui ai cette chance de le côtoyer assez régulièrement, c'est quand même quelque chose que je trouve assez surprenant pour un auteur de son niveau. Et moi, je le place, je dis toujours au fond de mon cœur que Samy Chak, pour moi, c'est un professeur, quoi. Quand je parle avec lui, quand je discute avec lui, il ne se rend pas compte, et c'est la première fois que je le dis là en face, devant lui, que c'est comme si je lisais un livre. J'apprends toujours des choses, et vraiment des choses très, voilà, qui me servent, quoi. Et donc, j'aimerais vraiment... l'impression que je connais ce sentiment. Voilà, donc je dis vraiment, une fois encore, vraiment, grand merci à Samy Chak, à cette simplicité, à cette... voilà. Hein, parce qu'il faut le dire, Samy Chak, c'est quand même... C'est simple, mais en fait, c'est même le plus grand écrivain africain aujourd'hui. Donc il faut le dire. Voilà, donc je vais dire ça. Merci beaucoup. Donc, Rosemary. Oui, Rosemary. Je voulais juste réagir par rapport au fait que vous chroniquiez des livres que vous n'aimez pas. Enfin, moi je trouve ça très bien, parce qu'on est, chacun a des goûts différents. J'ai entendu souffler le mot complexé. Enfin, moi j'aime pas du tout Madame Bovary de Flaubert. C'est censé être un des plus grands romans de la littérature française, mais j'ai jamais pu passer les 30 premières pages de ce roman. Et je me sens pas complexée vis-à-vis de Flaubert. C'est juste que voilà, j'aime pas sa narration ou son style. Voilà. Là, c'est ça, la liberté, chacun a ses goûts, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc voilà, c'est très bien de... Le contradictoire, c'est toujours très bien. Voilà. Merci. Donc, juste pour rappeler, le monsieur qui très gentiment a parlé tout à l'heure, donc c'est monsieur Jean-Noël. Stefano. Comme Schiaffino.